Le carbone, un matériau miracle, dur comme l'acier, mais léger comme une plume. Les LED organiques, un tournant décisif pour l'éclairage de demain. Les bioplastiques entièrement dégradables, une vraie révolution. Ces trois matériaux innovants, bien que radicalement différents, sont porteurs de la même promesse folle. Ils pourraient mettre fin à la crise énergétique. Mais d'ici là, la communauté scientifique doit encore percer tous leurs mystères. On a recours aux pièces en carbone partout où il faut réduire le poids tout en gardant une grande stabilité. En général, elles remplacent le métal. Dans l'industrie aéronautique, le carbone est la clé du succès. Chaque kilo en moins permet d'économiser du carburant et de préserver l'environnement. Nous parions sur le carbone. Pour Airbus, c'est le matériau du futur. Plus grand, plus haut, plus léger. Le carbone pourrait aussi révolutionner l'architecture. Ce matériau permet de réaliser les rêves des architectes. C'est pourquoi il est absolument fantastique. C'est vraiment un matériau de rêve. Les matériaux innovants autorisent des projets ambitieux. C'est aussi le cas des LED organiques, également appelés OLED, qui recèlent des possibilités insoupçonnées. Un vase ou tout autre objet dans la maison pourrait produire de la lumière. Le soir, les fenêtres pourraient devenir des sources lumineuses. À l'avenir, la vitre du salon pourrait aussi servir de télévision. Pure utopie? Pas vraiment. Les matériaux comme le carbone, les OLED et les bioplastiques écologiques remplacent peu à peu les matériaux traditionnels. Une révolution est en marche, discrète mais perceptible par chacun. À long terme, ces matériaux pourraient en effet contribuer à préserver l'avenir de notre planète. L'Airbus A350, le nouvel espoir industriel de l'Europe. Un avion fabriqué à plus de 50% avec des matériaux composites à base de carbone qui le rendent plus léger, plus efficace et plus écologique. Des milliards ont été investis pour la production en série de ce nouveau long courrier. C'est actuellement le programme le plus important d'Airbus et il pourrait définitivement asseoir le triomphe du carbone. L'avion poids-plume disposera d'une autonomie de vol de plus de 15 000 km. L'usine Airbus de Stade, près de Hambourg. Dans ces ateliers de l'Allemagne du Nord, nous sommes au cœur de la technologie carbone. Tous les empennages de la flotte Airbus proviennent de Stade. Ils sont à base de carbone, le matériau préféré des ingénieurs aéronautiques. La percée du matériau miracle a débuté dans le monde du sport. Vélos de course, skis et raquettes de tennis sont depuis longtemps en carbone. Désormais, grâce à ses propriétés, c'est dans l'aéronautique qu'il supplante l'aluminium et l'acier. Il ouvre ainsi de façon presque imperceptible pour le grand public une nouvelle ère dans la construction aéronautique. Jens Walla, le directeur de l'usine de Stade, connaît parfaitement ce matériau. Les avantages de la fibre de carbone sont évidents. Elle est très légère, extrêmement solide et n'est pas sujette à la corrosion. C'est un matériau idéal pour l'industrie aéronautique. Dans cette usine, nous avons commencé à l'utiliser dès les années 80. Nous avons dans notre flotte des avions qui sont en service depuis plus de 20 ans. Et si vous regardez les pièces en carbone, vous constaterez qu'elles sont pratiquement comme au premier jour. C'est pour cela que c'est un matériau extrêmement intéressant pour l'industrie aéronautique, qui compte sur une durée de vie très longue pour ces appareils. Problème, les pièces en carbone sont chères, très chères. D'où la nécessité de développer de nouvelles techniques de production. Les concepteurs des nouvelles technologies d'éclairage
savent aussi à quel point il est difficile de passer de l'idée à la pratique. L'ampoule appartient au passé. Papier peint lumineux, écran souple et lumière surfacique révolutionnent le secteur. La lumière de demain, ce sont les LED organiques ou OLED, des sources lumineuses produites écologiquement, biocompatibles et recyclables. Si efficaces qu'elles convertissent pratiquement toute l'électricité consommée en lumière. Une merveille de technologie. L'Institut Fraunhofer pour les microsystèmes photoniques est l'un des centres de recherche sur les matériaux parmi les plus modernes d'Europe. Son directeur, le professeur Carl Leo, s'est donné pour mission de permettre la fabrication en série des OLED. OLED est l'acronyme anglais pour diode électroluminescente organique. À la base, il y a des matériaux organiques, les composés du carbone. Il s'agit d'une source lumineuse dite surfacique, qui produit de la lumière sur une grande surface, à l'inverse des sources lumineuses ponctuelles, dont il faut répartir la lumière. Il s'agit de couches de l'ordre du nanomètre, qui demandent très peu de matériaux, tout en produisant une lumière d'une grande efficacité. Le cœur de l'Institut, la salle blanche. C'est ici que les chercheurs testent ce qui aura bientôt sa place dans tous les foyers, des systèmes d'éclairage transparents et flexibles qui ouvrent aux designers des possibilités insoupçonnées. Le carbone offre quant à lui des perspectives entièrement nouvelles à l'avionneur Airbus. Pas un jour ne passe sans qu'un exemplaire de la gamme A320 quitte l'usine de Hambourg. L'A320 est fabriqué à plus de 20% avec des composites à base de carbone. Pour le dernier né, l'A350, on est même passé à plus de 50%. Olaf Lafrenz explique pourquoi le carbone a conquis la construction aéronautique. Prenons cette partie d'un empennage. À première vue, on ne remarque aucune différence. L'élément est déjà aux couleurs du client. Mais si on le retourne, on remarque une structure un peu particulière. Et si on tape dessus, on se rend compte que c'est très léger. Le même élément en métal pèserait 20 à 25 kg, alors que celui-ci doit faire entre 2 et 3 kg. Comme vous le voyez, nous avons usiné la pièce en perçant des avant-trous de façon à pouvoir la rifter sur l'avion. Nous travaillons la fibre de carbone de la même façon que le métal. On associe d'ailleurs le métal à la fibre de carbone, comme on peut le voir avec cette lame métallique destinée à absorber la foudre. L'usinage est le même, quel que soit le matériau. Le géant des airs super léger n'a pu voir le jour que grâce aux fibres de carbone ultra fines, mais extrêmement résistantes à la déchirure. Mais qu'est-ce exactement qu'une fibre de carbone et comment la fabrique-t-on ? Une fibre de carbone est un filament de carbone souvent utilisé comme renfort dans un matériau composite. Ce qui ressemble à une mèche de cheveux est la matière première de la fibre de carbone. Sa finesse est difficile à concevoir puisque cette mèche se compose de pas moins de 50 000 fibres. Chacune d'entre elles est environ 10 fois plus fine qu'un cheveu humain. Mais le matériau miracle a aussi ses inconvénients. Ces mèches, qui servent de base à la fibre de carbone, sont issues du pétrole. Or, le pétrole est une ressource finie. Pour les détracteurs, un mauvais point de taille. C'est pourquoi l'industrie cherche des matières premières alternatives, si possible renouvelables pour les fibres de carbone. Mais d'ici là, le matériau d'origine continuera d'être à base de pétrole. La première étape, relativement longue, consiste à chauffer puis à refroidir plusieurs fois cette matière première, ce qui lui confère deux de ses propriétés tant recherchées. Le matériau devient incombustible et ne peut pas fondre. La deuxième étape est la carbonisation. Dans ces chambres, la température peut atteindre 1500 degrés. C'est seulement ensuite que le produit atteint son état optimal qui fait de lui le matériau miracle de l'industrie.
Les fibres de carbone se composent désormais presque exclusivement de carbone pur. Elles sont plus solides que l'acier, plus légères que l'aluminium, ne rouillent pas, sont façonnables à volonté, résistantes à la chaleur et conductrices. Avec des machines à coudre ou des métiers à tisser traditionnels, ces fibres high-tech sont tissées, juxtaposées ou tressées. Mais avant que ces agglomérats de fibres deviennent des éléments de l'Airbus A350, ils doivent encore être imprégnés d'une résine spéciale. C'est là qu'intervient la chimie et Gunnar Merz. Celui-ci est responsable du développement de cette résine essentielle au centre de recherche du géant de la chimie Dow Chemical. Seul ce liquide permet de travailler ensuite les fibres de carbone. Il s'agit d'une résine synthétique que l'on obtient à partir de pétrole. Elle a une consistance similaire au miel, elle est très épaisse. Et c'est cette résine qui va mettre en forme les fibres de carbone. On peut par exemple recevoir les fibres de carbone sous forme de bobines, comme pour les textiles. Elles peuvent aussi avoir déjà été travaillées pour donner ce genre de structure. On va ensuite les imprégner avec la résine époxyde. Elle va durcir et on va obtenir un produit qui ressemble par exemple à celui-là. C'est grâce à cette résine que l'on met en forme les fibres de carbone. Sans résine, pas de tenue. Sans forme, pas de structure. Cela vaut notamment pour la construction des éoliennes géantes. Sans carbone, la nouvelle génération de pales de rotor n'existerait pas. Ici, le carbone peut exprimer toutes ses qualités. Le matériau et la structure des éoliennes doivent supporter des rafales de très forte intensité. En même temps, les pales de rotor doivent être les plus légères possibles. Le carbone répond parfaitement à ce cahier des charges. Le plastique à renfort fibre de carbone, ou PRFC, est très utile dans la construction des pales de rotor toujours plus grandes des parcs éoliens offshore. On a vite compris que la fibre de verre seule ne suffisait pas. On a donc recours à des éléments de renforcement en PRFC, qui ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur des pales. Les éoliennes ne seront donc jamais complètement en fibre de carbone, ce matériau étant trop sensible au choc. L'ingénieur en génie civil Amer Afan connaît aussi les limites du carbone. Mais aux yeux de ce visionnaire, les avantages du matériau l'emportent largement. Il y a plus de 10 ans, ce passionné de voile a réalisé son rêve, s'offrir un catamaran sur mesure. Il a fait réaliser le mât en carbone. Il ne se doutait pas qu'avec ce matériau, sa vie professionnelle allait changer de cap. Quand il a fallu hisser le mât, j'ai été surpris de pouvoir le faire tout seul. Imaginez, un mât de 25 mètres de haut hissé par une seule personne. Alors je me suis dit, c'est dans cette branche que je veux travailler. Et je me suis lancé dans le carbone. En tant qu'ingénieur en génie civil, j'ai vu ses avantages dans la construction. C'est comme ça que tout a commencé. Amer Afan s'est emballé pour cette fibre noire. Elle a même rendu le quinquagénaire célèbre dans le monde de la construction, puisqu'il fait figure de pionnier dans l'utilisation des fibres de carbone. Ce Syrien qui s'est installé à Dubaï il y a 18 ans croule sous les commandes. Dans la région du Golfe, l'argent ne manque pas pour les projets audacieux. Que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar ou dans les Émirats Arabes Unis, Amer Afan construit partout. Son entreprise emploie aujourd'hui plus de 70 ouvriers, designers et ingénieurs. Pour lui, le carbone est le matériau idéal. Il permet, dit-il, de donner vie à n'importe quel projet sorti de l'imagination d'un architecte. Dans le bâtiment, aucun architecte ne veut faire la même chose que ses collègues. Chacun veut imposer sa personnalité. Ça ne sert donc à rien de fabriquer une pièce à 1 millier d'exemplaires.
Si je dis à un architecte « j'ai déjà fait ça avant », il n'en voudra pas. Il voudra quelque chose de différent. C'est pour cela que nous n'avons pas de production automatisée. En revanche, nous travaillons avec une technologie qui nous garantit à chaque fois la même robustesse et les mêmes propriétés du matériau. La fabrication en série limitée, qui peut sembler coûteuse en temps et en argent, s'avère pourtant efficace et économe en énergie. Et ne pas avoir besoin d'investir dans des technologies d'automatisation très onéreuses est un autre avantage indéniable. Appelées mat, les nappes de fibres de carbone non tissées sont très stables et très résistantes. Nous les mettons en forme grâce à un procédé appelé infusion. Cela consiste à injecter sous vide de la résine, laquelle imprègne les fibres sous l'effet de la dépression. C'est un procédé que nous utilisons en raison de sa fiabilité et de sa reproductibilité. La grande liberté de forme qu'offre le matériau ouvre de nouveaux horizons aux architectes et aux designers. Le carbone va révolutionner l'architecture. Amer Affan en est convaincu. Les pièces fabriquées dans son usine sont uniques. Mais malgré leur prix encore élevé, les matériaux composites à base de carbone s'avèrent rentables. Car dans l'industrie du bâtiment aussi, chaque kilo en moins représente autant d'argent économisé. Le matériau qui est en train de changer la donne dans les industries du bâtiment et de l'aéronautique investit à présent le secteur automobile. Les constructeurs sont obligés par la loi de revoir le poids de leurs véhicules. À partir de 2015, tous devront réduire les émissions de CO2 des voitures particulières. Une chance pour le carbone. À Wackersdorf, en Bavière, le fabricant de fibres de carbone SGL et le constructeur automobile BMW se sont associés pour relever ensemble ce défi. L'équation paraît simple. Chaque kilogramme en moins sur un véhicule équivaut à une réduction de la consommation de carburant et donc à une baisse des émissions de dioxyde de carbone. Les voitures plus petites et plus légères seraient moins nocives pour l'environnement. Sauf qu'en Europe, ce sont les grosses cylindrées plus lourdes qui ont la faveur des clients. Guère étonnant qu'aux yeux des constructeurs automobiles, le carbone fasse figure de sauveur. Il faut réagir parce qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, les véhicules n'ont cessé de s'alourdir. Nous voulons toujours plus de confort, mais aussi plus de sécurité, ce qui alourdit automatiquement le véhicule. Nous pourrions très bien fabriquer des voitures qui n'ont pas tout ce confort. On reviendrait à la Golf numéro 1, qui pesait 870 kg, mais nous n'aurions plus ni airbag, ni climatisation, ni système de navigation. Tous ces accessoires, dont les véhicules n'étaient pas équipés avant, pèsent sur la balance. Or, comme nous ne pouvons plus y renoncer, la solution pour compenser en partie cette surcharge, c'est de réduire le poids global des véhicules. Et le carbone est parfaitement adapté pour les éléments porteurs. Les textiles, tissés ou non tissés, que tout le monde connaît, sont très souples. Le carbone, comme n'importe quel textile, n'est sollicité qu'en traction. Comme ça, il est très solide. En revanche, si je tire dans une autre direction, je vais le déchirer. Il est par conséquent primordial de superposer plusieurs couches en modifiant à chaque fois l'orientation des fibres en fonction des différentes sollicitations que subira la pièce. De cette façon, on obtient une pièce résistante. Nous avons ici un morceau non tissé, avec une orientation des fibres A, et ici un morceau avec une orientation B. Si je superpose les deux,
j'ai au final une résistance à la traction dans la direction A et dans la direction B, ce qui me permet d'obtenir une pièce avec une double résistance. Mais la fibre de carbone donne encore bien du fil à retordre aux équipes. Tous les processus de travail sont à réinventer complètement. Ingénieurs et scientifiques spécialistes des matériaux cherchent à optimiser l'utilisation du carbone. Leur mission, développer des processus de travail afin de profiter du gain de poids qu'il offre sans faire exploser les coûts de production. Pour devancer la concurrence sur le marché mondial, une utilisation responsable de l'énergie et des matières premières est impérative. Le travail du carbone est cher et compliqué, et il génère des déchets qui ne se dégradent pas naturellement, de quoi mettre à mal l'environnement. Que faire de ces déchets à longue durée de vie qui, depuis 2005, n'ont plus le droit d'être déposés en décharge? BMW a mis au point un procédé de recyclage qui doit permettre de transformer et valoriser ces déchets high-tech. Objectif, retrouver de la matière première et résoudre ainsi le problème de l'élimination des déchets. En plus des préoccupations environnementales et de durabilité, il est essentiel d'un point de vue économique de réutiliser le matériau autant que possible. Nous avons donc dès le départ mis au point une machine de recyclage avec laquelle nous retraitons les chutes de matériaux secs, c'est-à-dire sans résine, que nous récupérons ici, mais aussi dans les usines BMW de Landshut et de Leipzig. Le non tissé ainsi obtenu est ensuite réemployé dans les modèles BMW i. Éviter de jeter et optimiser les ressources, telle est l'intention résolument affichée. À l'ère de l'économie durable, les résidus industriels ne doivent plus être des déchets, mais des matières premières. À l'Institut Fraunhofer de Dresde aussi, les scientifiques travaillent sur une nouvelle technologie économe en ressources, la lumière surfacique. L'équipe autour du physicien Carl Leo planche sur les méthodes de production et sur les dimensions de cette nouvelle source lumineuse. Problème, comme avec le carbone, le procédé est très coûteux. C'est pourquoi les surfaces éclairantes restent encore très petites. Les scientifiques placent leurs espoirs dans de nouveaux types de revêtements plus simples et meilleurs marchés. En ce moment, nous travaillons sur du substrat de verre comme celui-ci. Il s'agit d'un écran dit de deuxième génération. Il est encore un peu petit, mais ses dimensions conviennent pour la production. On dépose sur ces plaques des couches de composés organiques extrêmement fines, en l'occurrence des liaisons carbone-hydrogène, pour fabriquer, par exemple, des diodes luminescentes. Le principal défi des chercheurs, réussir à déposer par vaporisation des couches luminescentes organiques et des couches conductrices si fines que le support reste malgré tout transparent. Comme les OLED n'ont besoin que de couches très fines, on peut obtenir un produit semi-transparent qui ressemble à du verre coloré. Mais si je l'allume, vous voyez qu'il émet de la lumière. C'est une application formidable. Imaginez un peu. Si toutes les fenêtres de nos bâtiments étaient équipées de ces OLED semi-transparentes, nous aurions pendant la journée des fenêtres tout à fait normales et la nuit des fenêtres luminescentes, qui nous donneraient l'impression d'avoir une lumière du jour. On peut également y associer une cellule solaire organique qui emmagasinerait en journée l'énergie nécessaire à la diode pour fonctionner la nuit. On n'en est pas encore là, mais doter les LED organiques de cellules solaires permettrait d'obtenir une gamme d'éclairage multifonction, produisant sa propre électricité et fournissant une lumière de n'importe quelle couleur. Les couleurs diffèrent en fonction des produits que nous utilisons. On a le rouge, le vert et le bleu. Ici, vous voyez la somme de toutes ces couleurs, le blanc. Mais nous pouvons produire ces couleurs séparément. Nous pouvons même modifier la température de couleur, c'est-à-dire réchauffer ou refroidir la lumière. Là, par exemple, on a un blanc relativement chaud, parfait pour le salon, le soir. Mais on peut aussi avoir un blanc plus froid, idéal pour travailler. Pour leurs fans, les LED organiques sont déjà les championnes de l'efficacité.
Elles consomment jusqu'à 10 fois moins d'énergie que les éclairages traditionnels. Mais ces petites merveilles technologiques ont encore du chemin à faire. Chez l'avionneur Airbus, par exemple, il reste bien des obstacles à surmonter avant de maîtriser totalement le matériau miracle de demain. Le carbone est extrêmement difficile à travailler. Certaines pièces ne peuvent pas être fabriquées de façon automatisée. Les couches de carbone doivent encore être superposées à la main. On modifie à chaque fois l'orientation des fibres jusqu'à ce que la pièce ait la résistance désirée. Les techniciens doivent veiller scrupuleusement à ce qu'aucune bulle d'air ne s'immisce entre les couches. Difficile à croire, vu les dimensions, mais chaque pièce est bel et bien unique. Malgré ce mode de fabrication fastidieux, Jens Valla, le directeur de l'usine, est persuadé que le choix du carbone se justifie totalement. C'est une contrainte liée à ce matériau de ne pas pouvoir poser les couches simplement dans leur largeur, de façon automatisée. Voilà pourquoi, pour cette étape de la fabrication, le travail manuel s'impose. Ensuite, les pièces sont chargées sur une remorque spéciale et amenées dans l'autoclave, une sorte de four géant. Chaque pièce doit chauffer dans un moule afin que la résine puisse durcir. Les fibres imprégnées de résine sont soumises pendant plus de 8 heures à une température comprise entre 250 et 1300 degrés Celsius. C'est au prix de ce procédé coûteux et complexe que le matériau acquiert la résistance nécessaire à son emploi dans ce secteur. Aujourd'hui, de tels efforts ne sont déployés que dans l'aéronautique. Il faudra encore patienter avant que les avantages du carbone soient rentables dans d'autres domaines. Mais l'union fait la force. Sur le site de l'usine Airbus de Stade, une centaine d'entreprises et d'institutions forment la CFK Valley, la vallée du PRFC, le plastique à renfort fibre de carbone. C'est ici que s'est installé l'Institut Fraunhofer pour les techniques de fabrication et la recherche appliquée sur les matériaux. Objectif des chercheurs, développer des technologies permettant le montage automatisé des grands éléments en carbone. La solution, des robots industriels. Mais avant que ceux-ci puissent se charger de processus de travail aussi complexes, ils ont encore beaucoup à apprendre. Gregor Grassel, ingénieur, s'occupe de leur programmation. Les grandes pièces en carbone auxquelles nous avons affaire ont une tolérance plus grande que les pièces métalliques. Chaque pièce est unique. D'un point de vue géométrique, chacune est différente. Il faut donc que le robot s'adapte à chaque fois à une nouvelle géométrie. Et c'est quelque chose qu'il faut programmer en amont. Les fibres de carbone se comportent tout autrement que le métal. Le simple fait de fraiser une fenêtre dans une pièce en carbone relève du défi, tant les fibres peuvent être capricieuses. C'est précisément là que le robot doit faire preuve d'adaptabilité. Comme chaque pièce diffère des autres par sa forme et ses dimensions, la programmation des robots industriels est très complexe. Il faut calculer en amont chaque mouvement pour chaque pièce. Un processus d'apprentissage laborieux pour les collègues robots. Pour pouvoir travailler une pièce et savoir parfaitement quoi faire, ils doivent la reconnaître dans son intégralité. À l'avenir, il est même prévu de faire intervenir simultanément plusieurs robots sur une pièce. Le défi consiste à rendre un robot industriel capable d'usiner une grande pièce en plastique à renfort fibre de carbone et de mener à bien les différentes étapes du montage, y compris le contrôle qualité.
Cela signifie que nous devons fournir au robot, par le biais de capteurs adaptés, des interfaces visuelles. Autrement dit, le robot doit apprendre à voir. Ouvriers dociles, les robots industriels sont devenus incontournables dans la production. Pour la fabrication des pièces en carbone, les exigences de précision et de rigueur sont particulièrement élevées. Or, le comportement capricieux du matériau ne facilite pas la tâche des robots. Le carbone demande une approche inédite pour chaque étape. Au département de technique de fabrication, tout le monde travaille à rendre le processus de production plus rapide, plus sûr et moins coûteux. Mais il est encore loin d'être adapté à la production en série. Le PRFC, ou plastique à renfort fibre de carbone, a un énorme potentiel qui n'est pas encore pleinement exploité. Il reste beaucoup à développer sur le matériau même. Et pour l'assemblage, nous avons aussi de nombreuses difficultés à surmonter. Dans un autre coin de l'atelier de recherche, des scientifiques de l'agence aérospatiale allemande essaient de résoudre un autre problème. Objet de leur recherche, l'autoclave, le four dans lequel les pièces en carbone géantes de l'industrie aéronautique doivent cuire. Ce monstre de 20 mètres de profondeur est le plus grand autoclave de recherche au monde. L'ingénieur Félix Kruse est convaincu du potentiel énorme du carbone dans la construction aéronautique, si l'on fait abstraction des coûts vertigineux de production qui sont un vrai casse-tête pour les équipes. Félix Kruse s'est fixé comme objectif d'optimiser le passage dans l'autoclave particulièrement onéreux. Nous avons développé une technologie qui permet de surveiller la pièce pendant tout le processus et d'effectuer une simulation prévisionnelle. On regarde donc comment la pièce se comporte à l'instant T et on prévoit comment elle se comportera à T+1. L'autoclave est caractérisé par une grande inertie. Il faut donc anticiper très en amont l'évolution du processus de cuisson. Grâce à cette technologie, nous pouvons contrôler l'appareil en empêchant que la résine devienne trop chaude ou qu'une pièce reste trop longtemps dans l'autoclave. En temps normal, on ne sait absolument pas comment une pièce réagit dans l'autoclave une fois que la porte est refermée. À l'avenir, on devrait ainsi pouvoir fabriquer des pièces de qualité équivalente tout en dépensant moins d'énergie et de temps. Amer Afan, l'ingénieur en bâtiment, n'a pas ce genre de problème. Pour lui, la production en série n'est pas à l'ordre du jour. Il ne fabrique que des pièces uniques. Dans la région du Golfe, les clients ne regardent guère à la dépense. Amer Afan peut donc utiliser autant de carbone qu'il le souhaite. Avec son équipe internationale, il mise entièrement sur ce matériau innovant. Seul le carbone lui permet de satisfaire les attentes à chaque fois différentes de ses clients. L'acier n'offre pas cette liberté. Les architectes apprécient surtout les structures aériennes et façonnables à loisir. Tout doit être beau, simple et léger. Peu leur importe leur résistance. Si elles sont assez solides, c'est fantastique. Si ce n'est pas le cas, c'est notre problème. Le carbone permet donc de donner satisfaction aux architectes et nous donne à nous l'assurance d'avoir une structure autoportante et résistante. C'est pourquoi ce matériau est absolument fantastique pour les architectes. C'est vraiment un matériau de rêve. Ces possibilités nouvelles inspirent des idées originales aux designers, des idées et des projets qui auraient laissé auparavant les professionnels du bâtiment fort démunis. Dernier projet en date d'Amer Afan, la construction au Qatar d'un stade qui accueillera les championnats du monde de handball en 2015. Le recours au carbone a permis à lui seul de faire passer le poids du toit de 700 à 150 tonnes. Il faut faire très vite. C'est dans 2 ans à peine. En même temps, la structure doit être légère. Nous avons donc décidé de remplacer les matériaux habituels par le carbone. On pourrait penser que cela va coûter très cher.
Mais en réalité, en utilisant une structure plus légère, on allège le poids supporté par les fondations, ce qui va nous permettre de travailler plus rapidement et peut-être même pour moins cher. Ce passionné de voile veut maintenant révolutionner la construction nautique grâce au carbone. J'aimerais avoir un catamaran plus grand et plus rapide. La seule façon d'y arriver est de le rendre plus léger et plus résistant. C'est pourquoi nous utilisons du carbone. À chaque fois que je montre ce matériau, les gens sont surpris par sa résistance et sa légèreté. C'est la première chose qu'on remarque en le manipulant. C'est ce qui le rend aussi fascinant et surprenant. On pense que c'est du plastique. Hammer Afan promet un brillant avenir aux matériaux ultra légers. Il en est certain, dans l'industrie du bâtiment, l'ère du carbone ne fait que commencer. De nombreux bâtiments modernes n'auraient jamais vu le jour sans ces fibres, qui n'ont d'ailleurs pas fini de montrer l'étendue de leur capacité. L'éclairage aussi connaît une révolution grâce aux nouveaux matériaux. Écrans souples, fenêtres qui font office de lampes, emballage auto-éclairant, tout cela est rendu possible grâce aux OLED, les diodes électroluminescentes organiques. Afin que ces produits innovants fassent bientôt partie du quotidien, les scientifiques de l'entreprise Sinora cherchent de nouvelles substances pour cette technologie d'éclairage. Nous essayons de remplacer l'iridium, un métal rare et cher, par un autre métal disponible en abondance, non toxique et facile à travailler. Nous cherchons à adapter ces substances éclairantes à divers types d'applications, dans différentes couleurs, l'objectif étant de faire un pas supplémentaire vers une commercialisation à grande échelle de la technologie OLED. Cela prendra encore du temps, mais le chimiste Tobias Krab en est convaincu. La nouvelle génération d'OLED aura un pouvoir éclairant, une couleur et une efficacité identiques aux précédentes, tout en étant beaucoup moins chères. La lumière de demain sera non seulement plus économe en énergie et plus écologique que les éclairages traditionnels, mais on pourra aussi l'imprimer sur des films ultra fins. Notre processus de fabrication est assez semblable à celui d'une recette de cuisine. On part d'une recette de base, à partir de laquelle on peut créer des variantes et obtenir ainsi des résultats différents. Nous mélangeons plusieurs composants, sauf qu'il ne s'agit pas d'eau, de farine et de sucre, mais d'une liaison de cuivre et d'un résidu organique. Au bout d'un certain nombre d'étapes, nous obtenons un autre gâteau. Sauf que chez nous, ce n'est pas le goût qui change, mais la couleur. Les poudres de couleur subissent toute une série de tests en laboratoire. Les chercheurs misent sur des matériaux bon marché et écologiques. Objectif, que les OLED deviennent un produit grand public. Le spectre colorimétrique joue un rôle important dans le cadre de ces recherches. Les couleurs d'une OLED sont obtenues à partir d'une molécule qui peut produire de la lumière à partir d'électricité et sur laquelle on opère de légères variantes. C'est un peu comme avec un arc-en-ciel. À partir de petites variations, on peut obtenir toute une palette de couleurs. Nous modifions cette molécule en approchant un atome de phosphore ou d'azote. Du coup, toute la structure est modifiée, ce qui permet d'obtenir un large spectre de couleurs, du rouge jusqu'au bleu. Les chercheurs utilisent les ultraviolets pour tester la luminosité du matériau. Au vu des nouveaux domaines d'application des OLED, seules les substances avec les propriétés éclairantes les plus performantes sont employées.
La particularité de la technologie OLED est qu'il est possible pour la première fois de produire de la lumière surfacique avec des propriétés particulières. Par exemple, avec une source lumineuse transparente ou flexible dont on pourrait revêtir n'importe quel objet. Un vase ou tout autre objet dans la maison pourrait produire de la lumière. Le soir, les fenêtres pourraient devenir des sources lumineuses. À l'avenir, la vitre du salon pourrait aussi servir de télévision. Le soir, on l'allumerait et on aurait un écran. Nous en sommes aujourd'hui au stade du prototype. Nous pouvons désormais imprimer des sources lumineuses qui sont efficaces, éclairent bien et ont une durée de vie satisfaisante. Mais il faut continuer de développer la technologie en optimisant les procédés d'impression et la production, en améliorant la technique de fabrication. L'objectif étant, peut-être dans un avenir proche, de pouvoir imprimer des sources lumineuses comme on imprime un journal. Ce n'est pas le cas des OLED actuels, qui offrent certes une lumière blanche ou un affichage de qualité, mais qui doivent être fabriqués sous vide, avec des procédés coûteux et des composants rares. Ce n'est pas ainsi que nous imaginons l'éclairage de demain. Au laboratoire d'innovation d'Heidelberg, 28 entreprises et instituts de recherche se sont associés pour adapter les OLED à la fabrication en série. L'entreprise Heidelberger Druckmaschinen a mis au point une technologie à cet effet. Dans la salle blanche, la physicienne Michaela Agari teste les premiers prototypes. Vu leur extrême finesse, il est très difficile d'obtenir des couches sans le moindre grain de poussière et qui soient parfaitement homogènes, car une variation d'épaisseur de 10% provoque déjà une modification visible de l'intensité lumineuse. Obtenir une épaisseur constante sur une surface d'1 mètre carré est donc un vrai défi. Avec une rotative similaire à celle utilisée pour la production des journaux, on imprime les agents lumineux et les circuits électriques sur un film plastique. Les couches sont si fines que le film reste transparent. Grâce à cette méthode, la production de lumière est plus économique et plus écologique qu'elle ne l'a jamais été. Aujourd'hui encore, l'éclairage engloutit 20% de l'énergie consommée dans le monde. Cela ne devrait pas tarder à changer. Mais d'ici à ce que cette lumière de nouvelle génération arrive dans nos foyers, il faut encore améliorer considérablement sa durée de vie. Sur ce film plastique, on a imprimé les couches organiques ainsi que les pistes conductrices qui sont en partie invisibles et par lesquelles passe le courant qui permet au LED organique d'éclairer. Combiner ces deux éléments sur un film est très compliqué. La recherche et les expériences se poursuivent. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que ce projet visionnaire devienne réalité. Ce qui ressemble à un trucage est en revanche déjà réalité. Voici le plastique de demain. Une nouvelle génération de bioplastique entièrement dégradable. Chez BASF, le géant allemand de la chimie, les chercheurs travaillent depuis plusieurs années déjà sur des plastiques dégradables et compostables. Un plastique bio peut l'être de deux façons. Soit en étant fabriqué entièrement à partir de plantes comme le maïs ou la pomme de terre, soit en étant biodégradable. Même un plastique composé en partie de pétrole peut être biodégradable. Une vraie révolution. Jens Ambrecht est convaincu que ce progrès peut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. En Europe, encore beaucoup de déchets biodégradables ne font pas l'objet d'un tri sélectif. En France, 1 personne sur 3 trie ses déchets biodégradables. En Allemagne, 1 sur 2. Si nous parvenions à ce que chaque Européen participe au tri sélectif des biodéchets, nous pourrions éviter chaque année l'émission de 25 millions de tonnes de CO2. À titre de comparaison, c'est ce que produit un pays comme l'Autriche, industrie et ménages confondus, en 4 mois. L'emploi de matières premières renouvelables comme le maïs ou la pomme de terre ne cesse d'augmenter dans la production de plastique. Mais a-t-on le droit d'utiliser des produits alimentaires pour fabriquer du plastique alors qu'au même moment, près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde? Un conflit éthique auquel sont confrontées la recherche et l'industrie.
La recherche travaille d'arrache-pied à trouver d'autres sources de matières premières. Aujourd'hui, il est déjà possible, par exemple, de fabriquer des bioplastiques à partir des tiges de plantes. Malheureusement, le procédé n'est pas encore assez efficient. Au cours des prochaines années, la recherche va travailler à optimiser ces procédés afin qu'il soit possible, à moyen ou long terme, de remplacer intégralement les matières premières biosourcées, que sont l'amidon de maïs et de pommes de terre, par d'autres parties des plantes. Même si la recherche n'en est qu'à ses débuts, les scientifiques sont persuadés que leur travail portera ses fruits. Le bioplastique utilisé en laboratoire chez BASF est composé à 75% de matières premières renouvelables. Les scientifiques veulent savoir comment le matériau se dégraderait dans des installations industrielles. Cette expérience montre la décomposition d'un bioplastique dans des conditions optimales. Le processus est assez simple. Des micro-organismes, une température et une humidité élevées ainsi qu'un taux d'oxygène précis favorisent une décomposition rapide. Mais ce n'est pas tout. La biodégradabilité des plastiques n'est pas déterminée par l'origine des matières premières, mais seulement par la structure chimique des chaînes de polymères. Des micro-organismes, comme les bactéries du compost, produisent des enzymes qui décomposent le plastique et le réduisent en petites particules avec l'aide des bactéries. Il ne reste alors que du dioxyde de carbone, de l'eau et du compost. En France, la société Sphère s'est spécialisée dans la production de sacs en bioplastique. Elle les fabrique à partir de matières premières renouvelables comme la canne à sucre et le maïs. S'ils ont le vent en poupe, les sacs bio restent controversés, car beaucoup terminent non pas dans les bacs à compost, mais parmi les déchets ménagers classiques qui vont rejoindre les usines d'incinération. Le bioplastique reste malgré tout un matériau d'avenir. L'Italie a déjà interdit les sacs de course en plastique conventionnel. La France et d'autres pays européens devraient bientôt lui emboîter le pas. Les matériaux du futur commencent peu à peu à changer le monde. Leurs inventeurs sont certains qu'ils pourront même préserver la Terre d'une catastrophe climatique. Chez le constructeur aéronautique Airbus, le futur a déjà commencé. Au Composite Technology Center, une cinquantaine d'employés développent des technologies innovantes pour l'usinage automatisé des pièces en carbone. Afin d'utiliser au mieux les propriétés du matériau, un contrôle permanent est de rigueur. Martin Röhrich dirige le centre de recherche et développement. Si le comportement de la pièce ne correspond pas à ce qu'on a imaginé au départ, ou si ses propriétés ne s'avèrent pas satisfaisantes, on peut procéder à des ajustements. On peut modifier l'orientation des fibres, augmenter ou réduire le nombre de couches, afin de modifier les propriétés de la pièce de manière ciblée. C'est nettement plus facile qu'avec un matériau métallique. Matériau high-tech parmi les plus innovants, performants et polyvalents, le carbone est très demandé par l'industrie aéronautique. Mais le matériau supposé miracle a aussi ses limites. Il ne pourra jamais remplacer entièrement le métal. Les parties en PRFC sont bien trop sensibles au choc. Le carbone ne se cabosse pas comme le métal. Pour le nouveau fleuron d'Airbus, l'A350, on a donc longuement réfléchi pour déterminer où l'emploi du matériau serait le plus judicieux. La difficulté est bien plus importante pour le fuselage, car la répartition de la force et les contraintes mécaniques sont nettement plus complexes que sur une partie comme l'aile. Il faut donc regarder précisément là où il est judicieux d'utiliser du carbone, et là où les contraintes seront tellement complexes qu'on ne pourra pas tirer véritablement parti des avantages du carbone. Où le carbone est-il rentable ? Quelles pièces peut-on fabriquer en carbone? Ici, les chercheurs ont toute latitude pour procéder à des expériences sur le nouveau matériau.
Il s'agit de fabriquer des pièces, mais aussi de trouver un moyen de les produire de manière entièrement automatisée. Un premier pas a été franchi avec cette machine à napper, qui remplace l'ajustement manuel des couches de carbone longs et fastidieux. Le matériau du futur ne sera compétitif à long terme que si l'on parvient à fabriquer en série les pièces en PRFC. Dans la construction aéronautique, une pièce en carbone est vite rentabilisée, notamment pour l'exploitation des longs courriers, c'est indéniable. Un long courrier passe la majeure partie du temps en vol. Chaque kilo en moins représente donc une économie directe de carburant. Un véhicule automobile privé, en revanche, reste la plupart du temps au garage. Il va peu rouler. Donc chaque kilo en moins sur la structure du véhicule contribuera sûrement beaucoup moins à une réduction de la consommation de carburant. Pourtant, le secteur automobile autant que l'industrie aéronautique place de grands espoirs dans le carbone. Les équipes travaillent activement à l'amélioration des procédés de fabrication. Chez Airbus, on s'est fixé comme objectif à long terme de réduire de 50% les émissions de CO2 grâce à l'économie de carburant engendrée par la réduction du poids des appareils. Utilisé de façon optimale, le carbone pourrait contribuer notablement à la protection du climat. Jens Valla, le directeur de l'usine Airbus de Stade, ne doute pas une seule seconde de l'utilité du carbone. Même si nous ne sommes qu'au tout début de l'emploi du carbone, je suis persuadé que les travaux de recherche menés dans ce domaine nous amèneront à l'exploiter sur de nombreux éléments des avions. Nombreux sont les chercheurs à penser que le carbone est promis à un brillant et long avenir. Dans l'industrie aéronautique en tout cas, ce matériau ultra léger a d'ores et déjà inauguré une nouvelle ère.